nous revoilà pour cette troisième page que nous ouvrons dans cette grande conversation, cette grande journée. C'est la troisième page, c'est la dernière page de cette partie de la journée. Ceux qui suivent, suivent. Ceux qui savent, savent. Tiens, et si on faisait un petit détour par le nuage de mots-clés? Ça vous dit les mots en re? Vous avez été très nombreux à donner vos mots en re, vous, en ligne. Ah bah oui, là c'est un nuage qui s'étoffe. Réinventer, repenser, réduire, réapprendre. Bon, il va être remis un petit peu en forme et vous l'aurez par la suite sur le site, bien sûr. Peut-être pour virer certains mots qui se ressemblent, mais pour leur donner peut-être plus de corps aussi, réparation, réagir. Et après, j'essaye de voir dans les tout petits mots, à part relou, reload, reflac, régalade aussi, c'est pas mal, régalade. Bravo à tous, continuez sur la partie interactivité sondage, donnez votre mot en re. Et puis, n'oubliez pas aussi, en ligne sur la plateforme, vous avez 3 petites questions, un petit retour, un petit feedback, c'est essentiel sur ce type de journée. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, sur la plateforme. Vous êtes actrice, acteur de cet événement. Et ici, dans la salle aussi, vous l'avez tout à fait compris depuis ce matin, et c'est super. Vous levez la main, vous posez des questions, vous témoignez d'expériences, etc., etc. C'est tous ensemble qu'on co-construit cette journée. Alors cet après-midi, force est de constater que nous allons parler des ressources existantes pour mieux produire. Face au dérèglement climatique, une vérité s'impose. Elle est portée par les experts, et notamment le GIEC. L'atténuation, bien que cruciale, ne suffit plus. L'heure est venue de s'adapter aux blessures déjà infligées à la planète. Parmi les solutions émerge une lueur d'espoir, la réparation, la restauration de nos écosystèmes naturels, le retour des espèces qui avaient élu domicile. Mais les ressources s'amenuisent, les signaux d'alarme se multiplient. L'urgence est à la réinvention d'un modèle de production durable et désirable. Nous allons donc maintenant partir à la découverte d'initiatives, de stratégies, de pas de côté, d'expérimentations aussi. Expérimentations qui façonnent un avenir où la nature reprend ses droits, où la régénération devient notre boussole vers une prospérité authentique et en harmonie avec notre planète. Maintenant, pendant un petit quart d'heure, nous allons écouter, nous allons rêver peut-être, nous allons fermer les yeux ou pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir aussi sur l'écran derrière moi. Nous allons surtout être heureux ici, d'être tous ensemble, réunis, en ligne aussi. Je vais laisser la scène à un artiste plasticien qui est aussi le fondateur et dirigeant de Corail Artefact. Vous allez accueillir Jérémy Gobet juste après le jingle. Jérémy, je vous présente un public qui est extrêmement bienveillant, très concentré. Ils ont déjeuné, ils sont bien, mais ils sont heureux d'être là. Et vous avez la télécommande, vous gérez vos slides comme vous l'entendez. Je vous laisse la scène et je reviens tout à l'heure pour échanger avec Jérémy. Merci. Et déjà, on vous a dit artiste plasticien, vous êtes resté assis, vous n'êtes pas enfui, il y a même des gens qui rentrent encore, donc c'est déjà un bon signe. J'imagine que c'est quelque chose qui peut un peu vous surprendre. Pourquoi un artiste a été invité à présenter son travail aujourd'hui lors de cet événement. Mon travail, il est orienté autour d'une notion simple qui est de tracer une ligne entre le passé, le présent et l'avenir et de connecter toutes ces temporalités à travers des enjeux. Des enjeux qui à la fois sont en lien avec notre passé, mais aussi avec les enjeux qui nous attendent aujourd'hui et pour l'avenir. Donc le projet que je développe, qui a le plus de visibilité, il s'appelle Corail Artefact. Mais avant de vous parler de Corail Artefact, j'ai à peu près 13 minutes 42 pour vous raconter ma vie, déjà. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, mon parcours personnel, c'est ce qui m'a amené à travailler autour des coraux. Donc pour l'instant, je vous ai quand même balancé pas mal de notions un peu étonnantes. Artiste, plasticien, brevet, coraux. Donc on va essayer de mettre tout ça un peu dans l'ordre. Je vous ai mis 2 exemples d'œuvres que j'ai pu réaliser qui représentent un peu mon travail en général. On va commencer par celle de droite et je vais vous demander si vous avez une idée de ce que c'est. Au niveau des matériaux, etc., qu'est-ce que ça peut être? Celle de droite, hein. Quelqu'un a une idée? Oui?
Exactement, c'est du tricot. Alors c'est un tricot particulier, je ne sais pas si vous le reconnaissez, normalement on a pas mal de chaussettes ou de pulls de Noël comme ça. Ouais, je l'ai entendu, c'est le tricot jacquard. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, le tricot jacquard, c'est un fleuron de l'industrie textile française, c'est un motif géométrique minimum bicolore, et au-delà de représenter quand même quelque chose du passé, le tricot jacquard, c'est ce qui a aussi créé l'industrie textile en France, qui a fondé notre économie, et c'est en même temps le symbole des luttes sociales. La première manifestation des droits sociaux a eu lieu dans la ville de Fourmies, dans le Nord, dans une usine de textile, une usine de tricot. C'est un événement vraiment fondateur. Alors on n'en parle plus beaucoup, il a été longtemps pris par l'histoire racontée par le Parti communiste, mais en fait c'est quelque chose qui fait partie vraiment de notre histoire. Cette première manifestation, malheureusement, alors heureusement avait bien commencé en une fête de village et malheureusement a mal fini avec une fusillade, l'infanterie qui a malheureusement tiré sur la foule. Donc cet événement, il est fondateur à la fois de notre histoire, de notre passé social, et en fait toutes les avancées sociales qu'on a aujourd'hui, elles prennent leur source là. Et en même temps, c'est extrêmement important aussi pour tous les développements technologiques qu'on connaît. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, les premiers ordinateurs ont été inventés suite à la réalisation des métiers jacquard. En fait, c'était la première application industrielle de ce qu'on appelle le langage binaire. Donc en fait, le codage binaire a ensuite permis la machine de Turing, etc., jusqu'aux ordinateurs, etc. Donc à la fois pour des innovations d'aujourd'hui et à la fois pour comprendre notre histoire, le tricot jacquard est extrêmement important. Je ne sais pas si vous réalisez, parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont dans la filière textile, c'est assez extraordinaire d'avoir réalisé une aussi grande dimension de tricot jacquard, puisqu'il n'y a a priori plus aucune usine d'ampleur de tricot jacquard en France. Elles ont toutes été délocalisées, malheureusement. Et en fait, en délocalisant, on a aussi délocalisé nos problématiques sociales. En fait, les ateliers qui sont souvent en Chine, Bangladesh, etc., je ne sais pas si vous avez entendu aux informations là, ces dernières années, connaissent les premières révoltes ouvrières, répression policière, etc. Donc ça montre aussi voilà, qu'en déplaçant aussi les techniques, on déplace aussi finalement tous les enjeux sociaux qui sont autour. Donc comment faire quelque chose de contemporain, de vivant à partir de ça, montrer tous ces aspects du corail. C'est cette œuvre que vous voyez à droite. Donc c'est un extrait. La première fois, elle était présentée au 104 à Paris, mais ça a voyagé un peu partout. Cette œuvre s'appelle « La liberté guidant la laine ». Et en fait, les formes que vous voyez reprennent les points levés du tableau de Delacroix. Elle a été réalisée entièrement en France, avec de la laine française. Et on a à peu près, je crois que c'était à peu près 1000 mètres carrés de tricot. Donc pour montrer qu'une œuvre peut être aussi à l'échelle industrielle, et ça a permis de relancer un atelier. On a retravaillé une machine qu'on a couplée à un ordinateur qui permet aujourd'hui de à la fois faire des nouveaux motifs, mais aussi de réencoder les motifs malheureusement perdus. Donc pour vous montrer un peu le lancement un peu de mon travail, ça a toujours été ça, c'est-à-dire allier un savoir-faire, une source sociale, historique, technique et un enjeu contemporain. Là, on parle de délocalisation et des enjeux sociaux. On va parler de l'œuvre qui est à gauche maintenant. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ? Celle-ci, c'est un peu plus dur. En général, les gens sèchent là. J'ai pas entendu, pardon. Une idée ? Ouais ? Non. Du coton ? C'est ça ? J'ai entendu. Alors, ça commence pareil. Alors, pas coquillage, je crois que j'ai entendu. Des cocons, exactement. C'est des cocons de verre à soie. En fait, j'ai été invité, pour vous donner aussi un exemple de comment je peux travailler, j'ai souvent des cartes blanches. En fait, les gens me font assez confiance en général pour créer. Et donc, c'est des cartes blanches. Et moi, j'aime bien m'inspirer de l'histoire, du savoir-faire, des lieux, etc. Et c'était un lieu, en fait, c'était un château transformé en musée d'art contemporain en Italie, dans le Piémont. Et en fait, ce qui était très étrange, c'est qu'il y a une énorme machine en bois dans ce château, et en fait personne ne parle trop de à quoi ça servait, etc. La seule chose qu'on sait, c'est qu'a priori il y avait plusieurs machines comme ça, alors pour mettre des cônes de fil, on ne sait pas trop, il y en avait plusieurs, mais pendant la guerre elles ont été brûlées pour se chauffer. Et je me disais, mais pourquoi on ne parle pas plus du lieu, quoi ? D'où vient ce lieu, etc. En faisant des recherches, je me suis aperçu que cet endroit était l'une des premières filatures, et en fait, ça allait de l'élevage des vers à soie jusqu'à l'effilage des cocons, qui étaient ensuite envoyés dans les soieries à Lyon, etc.
La question, un peu à 1 million d'euros, c'est pourquoi les gens n'en parlaient pas? Parce que c'est quand même la classe, je trouve, d'avoir un savoir-faire unique. En fait, le problème, c'est qu'à l'époque, c'était évidemment que des femmes qui travaillaient dans ces ateliers, et c'était des emplois qu'on appelle de troisième zone, c'est-à-dire que c'était des emplois non qualifiés, extrêmement mal payés, et en fait, pour ceux qui ont déjà senti l'odeur, quand on ébouillante un cocon, ça sent très fort, et cette odeur, elle rentre à l'intérieur de la peau. Du coup, en fait, ces femmes sentaient très fort, et du coup, on savait exactement, même à distance, là où elles travaillaient, leur milieu social, etc. Donc en fait, c'est un traumatisme, quelque part. C'est pour ça qu'il n'y avait pas cette transmission de génération en génération, parce qu'il n'y avait pas de fierté autour de ça. Et moi, je me suis dit, bon, je suis invité, et qu'est-ce que je peux faire de bien par rapport à cette histoire, et par rapport à ce présent, parce que du coup, ça fait en fait beaucoup de petits-enfants, arrière-petits-enfants aujourd'hui, qui pensent que leur grand-mère, arrière-grand-mère ne travaillait pas, parce qu'elle préférait ne pas parler plutôt que de dire ce qu'elle faisait. Du coup, j'ai fait quelques recherches, quelques calculs, et je ne sais pas si vous savez, mais un cocon de verre de soie, c'est 1000 mètres de fil, quand on les vide. Et donc, j'ai calculé à peu près combien une employère en moyenne est vidée de cocon dans sa carrière, donc tout au long de sa vie de travail, c'était aux alentours de 500 000. Et en fait, quand on fait le calcul, 500 000 kilomètres, du coup, ça fait exactement la distance de la Terre à la Lune. Donc ça veut dire que chaque employé, chaque femme qui travaillait là-bas tissait un fil de la Terre à la Lune, ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et on rêverait tous, je pense, de faire quelque chose de cet ordre-là et de cette ampleur. Et donc l'idée a été, évidemment, moi je ne tue pas d'animaux, donc j'ai été récupérer des choses qui existaient déjà. J'ai fait tout le tour de la région, et en fait dans les musées, chez les gens, etc., les anciens employés, etc., on a réussi à réunir ces 500 000 cocons et à créer ce paysage qui rappelle un peu justement la Lune. Un drapeau figé avec un enduit entièrement naturel qui rappelle, l'idée c'était de se dire, ces femmes ont conquis cette distance. Et ça a vraiment permis justement d'incarner toute une vie de travail et de lancer un débat justement et intergénérationnel. Donc ça, c'était pour vous planter un peu le décor de mon travail. Si ma mémoire est bonne, c'est ce bouton pour la suite. Super. Et du coup, je vais beaucoup dans les ateliers, les usines qui ferment, les savoir-faire oubliés. Et je vais aussi beaucoup dans les braderies, les Maüs, pour trouver justement ces objets anciens dans lesquels je vais remettre de la lumière. Et en 2010, sous une table, personne ne savait ce qu'ils faisaient là, j'ai trouvé des coraux. Alors plus précisément des squelettes de coraux. Et là, en fait, la première chose que j'ai ressentie, c'est... alors, dans la version officielle, c'est de l'admiration. Dans la version officieuse, c'est j'étais dégoûté parce que je me dis mais je ferai jamais des aussi belles œuvres que la nature. En fait, vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement fort, extrêmement beau plastiquement. Mais en plus, ce qui était incroyable pour moi, c'est que ces formes, la nature les avait inventées. Alors, présageons pas que la nature ait un goût esthétique, mais surtout aussi pour des fonctions. En fait, les squelettes de coraux, en fait, c'est une circulation de nutriments, d'oxygène, etc. Donc, en plus d'être beau, c'est fonctionnel. Et ça, pour moi, qui ne vient pas du tout du milieu de l'art, ça a toujours été des valeurs que j'ai prônées aussi. C'est évidemment l'esthétique, le visuel, mais aussi la fonction, l'effort, le travail, etc. Donc, pour moi, c'était les formes parfaites. Donc, quand je les ai trouvées, je me suis dit, déjà, ils étaient en cours de fossilisation. Je savais qu'ils allaient perdre leur couleur, etc. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que je les ai dessinés. Et ensuite, j'ai commencé à faire des recherches autour de ces coraux. Et je me suis dit, quitte à être face à la nature, autant s'y confronter. Et j'ai commencé à faire des œuvres où je continuais ces squelettes de coraux avec différents matériaux. Alors, j'ai appuyé qu'une seule fois, je vous promets, c'est pas moi. Donc là, vous avez un exemple des œuvres que j'ai pu faire autour du corail. Donc sur la droite, vous voyez en plus gros plan, donc il y a un petit morceau de squelette corallien, et ensuite c'est les chevilles de chantier qui sont assemblées les unes aux autres. L'idée était de reproduire évidemment le mouvement de la nature et vraiment faire comme si j'étais la nature qui envahissait un espace de manière organique, mais aussi évidemment de révéler le lien entre la disparition des récifs et les déchets plastiques. À chaque fois, chaque nouvelle œuvre, sculpture, dessin, etc., révélait une donnée au public de mes expositions que moi j'avais pu apprendre au cours de mes recherches. Donc ça a duré plusieurs années. Jusqu'en 2017, où, alors à gauche,
vous avez une illustration qui représente une rencontre très importante pour moi. Encore une fois, une carte blanche. En fait, j'étais invité par une asso qui s'appelle HS Projet, qui est à Clermont-Ferrand, qui organise un événement magnifique qui s'appelle le Festival international des textiles extraordinaires, qui est dur à dire mais magnifique à voir. Et en fait, cet événement invite des artistes contemporains qui ont un lien justement avec le textile et qui le traitent d'une manière innovante. Et donc, ils m'ont donné une carte blanche et moi, j'ai cherché un peu ce qui était intéressant dans la région. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert ce que vous voyez à droite. Oui, à droite, c'est la dentelle traditionnelle du Puy-en-Velay et un motif parti. Donc cette dentelle au fuseau, donc c'est une technique vraiment avec des gouges de bois, et ce point traditionnel de dentelle qui a été inventé il y a plus de 450 ans, qui s'appelle le point d'esprit. Et en fait, quand j'ai vu cette dentelle, j'ai tout de suite eu un flash visuel et je me suis dit, mais ça ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau au dessin d'un des coraux que j'utilisais dans mes œuvres, dont vous avez une vue microscopique à gauche. Et en fait, ce qui est fou, c'est que même au niveau du nombre de divisions, etc., donc on a vraiment une ressemblance assez dingue, alors que cette dentelière du Puy-en-Velay était assez loin des coraux et des microscopes. Donc il y a vraiment une sorte d'intrication du vivant, quelque chose d'assez fort. Et tout de suite, ça a aussi fait un flash au niveau du sens. C'est-à-dire, on parle de tissu industriel, évidemment de tissu industriel autour du textile. La partie vivante du corail s'appelle du tissu aussi, on parle de tissu corallien. Et en fait, les deux sont en train de disparaître. Les deux, alors la dentelle est blanche en plus, le corail quand il meurt, il est blanc, etc. Donc on peut continuer comme ça la liste des liens. Et je me suis dit, en fait, ce qui serait fort, c'est d'arriver à trouver une solution pour ces deux enjeux. Une solution qui permette à la fois de relancer des activités textiles, d'ancrer vraiment, de pérenniser les activités sur le territoire, et en même temps de montrer en quoi cette dentelle peut avoir aussi un lien avec un enjeu extrêmement important pour nous qui est le corail. Donc là, j'ai créé le projet qui s'appelle Corail Artefact, et l'idée a été vraiment de faire des œuvres. Par exemple, j'ai tissé 1,5 km² de dentelle pour créer un récif dans lequel on était immergé, et donc ça a permis de remplir le carnet de commandes d'une entreprise, d'un atelier, ça a permis de sensibiliser le public, mais en même temps, la dentelle, après, je l'ai emmenée en laboratoire et je fais pousser du corail dessus. Donc ça, c'était vraiment le lancement du projet. Juste, si j'ai réussi à revenir en arrière, c'est génial. Juste à droite, pour vous montrer, en fait, j'ai fait une conférence avec le musée de Washington, et dans leur collection, j'ai vu cette œuvre qui est sur la droite. Donc c'est une œuvre textile où on retrouve un motif, mais là qui est inspiré des fleurs. Donc c'était juste une illustration pour vous montrer que c'est en fait une forme du vivant qui se retrouve à différentes échelles. Je passe un petit peu plus vite parce qu'il me reste 4 minutes et qu'on en est à peu près aux 2/3 de ma vie. Quand je vous parle d'œuvres, là par exemple, je vais vous remontrer quand même l'image d'avant. En fait, comment sensibiliser aussi les gens. En fait, les œuvres, elles me servent vraiment aussi à transmettre un message et à montrer en application concrète ce que je peux faire. J'ai eu une invitation, c'était dans un centre d'art, alors le seul centre d'art qui est géré par le ministère de l'Agriculture, qui est dans les alentours de Poitiers, donc qui est un lieu merveilleux, qui a invité des super artistes. Mais comment... et en fait, il est dans un lycée agricole. Donc comment sensibiliser les gens de Poitiers dans un lycée agricole aux enjeux coralliens, c'était pas facile. Et en fait, finalement, si, c'était très facile parce qu'en faisant des recherches, en fait, la fierté de ces étudiants agriculteurs, c'est leur terre, c'est leur production, c'est le beurre, etc., c'est leur beau paysage. Et en fait, ce beurre, ces beaux paysages, ils l'ont grâce au corail. En fait, à l'époque, toute la région a été formée au tertiaire par des récifs coralliens qui se sont calcifiés, etc., et qui ont donné la qualité du sol qui permet aujourd'hui d'avoir de l'herbe de qualité, qui permet aujourd'hui d'avoir du beurre de qualité. Donc en fait, cette installation qui s'appelait « Dans les sols, l'avenir peut-être » montrait vraiment ce lien, cette intrication entre passé, présent et avenir, et pourquoi il faut évidemment protéger le corail parce que c'est quelque chose de très important pour nous tous, mais c'est aussi de là où on vient et ce qui permet aujourd'hui d'avoir des produits exceptionnels. C'est la même chose avec le champagne, par exemple, la craie champenoise, c'est du récif de corail. Donc merci le corail pour le champagne. Et donc c'est des coraux qui ont évidemment disparu, qui sont des espèces primitives, donc je les ai remodélisés d'après les fossiles, recréés en 3 dimensions, et ensuite j'ai fait aussi un carottage du sol que j'ai reproduit. L'idée était vraiment que les gens de la région pouvaient s'immerger dans le sol.
Donc en fait, j'ai reproduit ensuite avec une installation très simple, entièrement écologique, donc des structures en bois, des vêtements recyclés prêtés par Emmaüs, et en fait, j'ai tricoté justement un nouveau textile jacquard avec justement, en fait, on a fait le motif étant inspiré justement des différentes stratifications du sol. Vous aviez aussi dans les structures des sons marins qui avaient été prêtés par une équipe de scientifiques qui travaillent sur le son, et par exemple des oursins qui mangent, etc. Donc c'était des sons abstraits, mais on ressentait aussi la mer. Donc on en arrive à Corail Artefact. Donc je vous disais, il y a cette idée de faire des œuvres, sensibiliser, mais aussi un programme de recherche. En fait, ce que j'ai fait à partir de cette découverte, de la découverte de la dentelle, j'ai listé tous les grands enjeux de disparition des coraux. Il n'y en a pas 20 000, hein, pêche, malheureusement, et aussi de la pêche à la dynamite, surpêche, etc., BTP, réchauffement climatique, surtout dû aux production de CO2, donc béton, ciment, voilà, et les déchets plastiques. Donc l'idée était à chaque fois de trouver une innovation inspirée par ma créativité, par le domaine de l'art, mais qui peut avoir aussi des implications concrètes. En gros, très rapidement, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent sauver le corail, mais pour moi, qui font quelque chose qui est un petit peu compliqué, c'est qu'ils utilisent des matériaux qui tuent le corail. En fait, on va faire du bouturage de corail, donc on va essayer de régénérer les récifs avec du béton, avec du plastique, exactement tout ce qui tue le corail. En plus, on met de côté les populations locales, on veut produire dans un pays et envoyer tout ça à travers le monde, etc. Donc en fait, quand on fait le bilan, superbe initiative, super volonté, etc. Mais par contre, en fait, c'est pire. Donc l'idée, c'était de se dire comment on peut faire mieux. Et moi, j'aime bien lire, j'aime bien réfléchir, j'aime bien me creuser la tête. Donc j'ai inventé 2 matériaux, ce que j'appelle un biopolymère, donc qui est unique parce qu'il est 100% made in France, même made in Bretagne, 100% biosourcé, 100% biodégradable et ce qu'on appelle même 100% bioassimilable, c'est-à-dire qu'en se dégradant, il ne va pas uniquement se biodégrader, il va nourrir le milieu également. Et il a des éléments à l'intérieur qui sont propices au développement plus rapide du corail parce qu'il va lui donner des nutriments, etc., entièrement naturels. Donc ça a été un premier développement. Et le deuxième développement, c'est ce que j'appelle un béton écologique. Alors, béton écologique pour la formule, mais ce n'est plus un béton puisqu'il n'y a ni ciment ni sable. Les deux sont remplacés par des éléments entièrement écologiques, biosourcés. On est même produit par des panneaux solaires au niveau de l'usine, etc. Donc c'est vraiment 2 matériaux inédits qui sont brevetés. Et à partir de ces matériaux inédits, j'en fais des œuvres et en même temps, j'en fais des applications concrètes. Donc quand je dis des solutions concrètes, je vais passer rapidement, vous pourrez aller voir sur le site de Corail Artefact, c'est bien détaillé. Là, vous avez à gauche ce qu'on appelle un récif artificiel habituel, donc avec du bon béton des familles et voilà, une forme classique, etc., donc qui à la fois pollue et à la fois n'est pas forcément efficient au niveau de la forme. Et à droite, la mise en œuvre du béton écologique que je développe. Béton sans clinker, sans forage, voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Là, c'est la solution avec la dentelle. Alors, je vous ai parlé de dentelle et du corail. C'est vrai qu'en fait, j'aurais dû plutôt insister là-dessus parce que c'est ce qui paraît toujours un peu foufou pour tout le monde et un peu dur à comprendre. En fait, le corail, on peut le bouturer, c'est-à-dire comme les fleurs, mais il a une autre façon de se reproduire, c'est une reproduction sexuée. Une fois par an, alignée avec une certaine pleine lune, partout sur le globe, il y a un feu d'artifice. En fait, les coraux pondent des larves et donc expulsent leurs larves. C'est magnifique à voir. Et ces larves, ensuite, elles retombent, elles se fixent et elles vont régénérer le tissu vivant du corail. Sauf que dans la nature, on estime qu'il y a sur 100 larves, il y en a à peu près 30 qui survivent, soit elles sont mangées, elles n'arrivent pas à se fixer, etc. À cause du réchauffement climatique, ce rendement, qui était fabuleusement bien calculé pour que tout aille bien, est complètement insuffisant aujourd'hui. Et du coup, l'idée de la dentelle, c'est d'être un capteur, donc une dentelle avec le biopolymère que j'ai développé et en même temps des éléments attractifs pour le corail à l'intérieur. Cette dentelle sert de capteur, de filet pour augmenter ce rendement naturel tout en n'ayant aucun impact sur le milieu. Donc c'est ce que vous voyez avec les illustrations qui sont là. Et le biopolymère, je m'en sers également pour faire des systèmes de bouturage sans colle, l'époxy, sans béton, etc., ce que vous voyez à droite. Aussi, en fait, ces matériaux, ces éléments, je les adapte à des demandes. Par exemple, j'ai des chercheurs en Bretagne qui veulent réintroduire l'huître bretonne native sur le territoire. Donc, en fait, comme on a une compatibilité au niveau de la chimie, du coup, j'adapte à la fois le design et mes matériaux pour d'autres demandes.
Applications cosmétiques aussi, par exemple, pour financer les développements de ma dentelle. Pour le corail, du coup aussi, j'en développe des applications, par exemple des masques cosmétiques, etc. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir toujours un cercle vertueux entre développement, industrie, art et aussi, très important, éducation. Pour terminer, bon, ça va, j'ai débordé 4 minutes, donc on est pas mal. Très important, c'est l'éducation. J'ai aussi créé tout un programmes éducatifs, des contenants éducatifs que vous trouverez aussi sur le site de Corail Artefact qui sont en libre accès. Et on fait des ateliers avec les enfants, dans les EHPAD, dans les hôpitaux psy de jour. L'idée aussi, c'est que tous ces publics qui sont mis de côté habituellement deviennent aussi les ambassadeurs du corail. Encore une fois, cette idée que, un peu comme en mathématiques, moins par moins fait plus, c'est qu'on arrive à faire des solutions collectives. Voilà, donc là, juste pour vous montrer un petit peu aussi ce qu'on fait avec les enfants, on leur fait faire des corails, des cours en tricot. On a développé une appli en réalité virtuelle aussi sur le projet. Enfin voilà, il y a tous ces contenus-là qui sont complètement à libre accès. Juste, alors elle a terminé hier, mais c'était une installation qui a eu lieu à la Défense. Première illustration aussi qu'on peut utiliser le béton écologique que j'ai développé pour du bâti, du construit. Donc c'était une install à la Défense qui faisait 3 mètres de haut sur 4 mètres de diamètre avec une structure en métal recyclé et des trames végétales pour accrocher le béton écologique. Donc c'était vraiment à la fois une œuvre dans le cadre d'une expo, mais c'était aussi pour montrer qu'il peut y avoir d'autres applications et que ce n'est pas juste des doux rêves et qu'aujourd'hui, il y a vraiment des matériaux qui peuvent être développés de manière concrète. Je me fais des petites surprises comme ça. Bon, là, plein d'œuvres, c'est super beau, allez voir sur le site, il y aura plein d'expos, etc. Et comme ça, c'est la dernière. C'est la dernière. C'est la dernière. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy. On peut applaudir Jérémy. Alors... Jérémy, je tiens une confidence. Oui, il y avait -4, machin, mais en régie, pour se faire pardonner de ce petit souci, ils avaient déjà rajouté 5 minutes. Donc en gros, on est complètement dans le rouge. D'accord. Mais je tiens une proposition. Est-ce que tu es d'accord pour rester jusqu'à au moins 4h15 ? Ouais, carrément. Parce qu'à 4h15, c'est la fin de cette première partie de la journée. Super. Et du coup, tu pourras échanger avec tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord aussi, si vous avez des questions ? Et voilà, tout à l'heure. Très bien. Un mot en re, ce sera ma seule question. En re. Un re. Un mot qui démarre par re, surtout. Ouais. Reconnaissance. Je pense que c'est bien de reconnaître le passé et de reconnaître la force qu'on a en soi aussi pour pouvoir avancer. Merci beaucoup, Jérémy. Ça va ? Merci beaucoup. Merci. Alors, Jérémy nous a montré, nous a renvoyé de l'inspiration, nous a renvoyé du rêve, nous a envoyé de l'art. Oui, mais comment faire ? Je veux dire, là, maintenant, comment faire très concrètement ? Là, maintenant, pas dans 10, 15 ans, mais maintenant. Il y a des ateliers, il y a des expérimentations en cours, et donc on va en explorer certaines, des cas concrets avec Jean-Olivier Méchaud, directeur général de la Manufacture 49 du groupe ERAM, et Didier Soufflet, directeur industriel, membre du directoire d'ID Kids. Après le jingle, ils arrivent. Messieurs, prenez place. Ah, Jean-Olivier, vous êtes venu avec vos baskets. C'est parfait, je sens qu'on va aborder du concret. Je prends juste la petite zapette. Voilà, alors messieurs, allons droit au but. Vous avez bien compris que la donnée temps était une donnée très importante cet après-midi. Droit au but. Est-ce qu'on peut, en 30 secondes, refaire le tour, compléter un petit peu cette présentation ? Donc, Jean-Olivier Méchaud, directeur général de la Manufacture 49. Un petit mot sur la Manufacture 49 ? Donc, la Manufacture 49, c'est... Vous êtes déjà équipé, ouais, vous avez déjà un micro. La Manufacture 49, c'est la filiale industrielle du groupe ERAM. Le groupe ERAM, c'est 9 marques de mode, Gémeaux, ERAM, Bocage, etc. Et dans ce groupe, on a encore 2 sites industriels de fabrication de chaussures implantés dans le Maine-et-Loire. Voilà. Parfait, merci. Didier, pareil. ID Kids, c'est une communauté de marques militantes et bénéfiques au service de l'enfant. Les plus connus, c'est Okaidi, Obaby, Jacadi, Oxybul aussi sur le jouet. Et c'est un groupe qui fait à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires avec 1300 magasins dans le monde. Merci à tous les deux d'avoir complété cette présentation. Alors là, on aborde en 23 minutes 40 secondes, dans un mode grande conversation, à réparer les modes de production. Donc on va parler d'expérimentation très concrète. Là, pareil, j'ai envie d'aller vraiment droit au but. Didier, vous avez une problématique autour du recyclage du coton. Est-ce que vous pouvez nous planter un petit peu le décor, nous expliquer tout du moins les défis
les défis techniques, mais les défis de qualité aussi autour de ce recyclage de coton. Oui, alors problématique ou solution, on peut voir les choses de façon différente. On essaye de le voir d'un point de vue solution, bien évidemment. Nous, on s'est intéressé au coton parce que c'est la fibre préférée des enfants et des papas et des mamans qui achètent pour leurs enfants. Et on a lancé depuis quelques années maintenant différentes tests, on va dire. Enfin, on est dans une logique de progrès, de test and learn. On est passé évidemment par les choses assez classiques comme le BCI ou la certification bio par GOTS. Et on s'est investi sur le recyclage en étant, en tout cas pour ma part et pour l'ensemble de l'équipe qui travaille dessus, persuadé que c'est une des solutions d'avenir. Alors, les défis sont nombreux. On a fait, ce que je peux témoigner en tout cas, c'est qu'on a lancé 2 grandes pistes en fait. La première, peut-être la plus facile, mais qu'on considère comme un progrès, c'est de partir des chutes de production. C'est quelque chose que, à mon avis, un certain nombre d'entre vous connaissent bien. Et aujourd'hui, on est capable, sur nos 10 millions de t-shirts d'Okaidi, d'avoir une certification à plus de 30% de fibres recyclées sur ces t-shirts, donc à partir des chutes de production. C'est assez simple, techniquement, c'est quand même assez compliqué. Si on voit le niveau de partenariat qu'il faut mettre en avant, il faut connaître très bien la filière industrielle, il faut être en partenariat avec des filateurs, il faut pouvoir tracer le gisement des chutes, savoir d'où ça vient aussi. Donc ça nécessite quand même d'être en maîtrise assez forte de l'ensemble de la chaîne industrielle. Et l'autre partie qu'on a lancée maintenant il y a 3-4 ans, même 5 si je prends les débuts, c'est de partir du TLC, donc du vêtement usagé, et d'arriver à refaire du coton recyclé à partir des TLC. Ça, c'est beaucoup plus compliqué techniquement. On a démarré avec un partenariat avec le CETI, le Centre européen des textiles innovants. Je ne sais pas si Pascal est encore dans la salle, mais je l'ai croisé tout à l'heure. Pascal étant le directeur général du CETI. Et on a financé avec le CETI un démonstrateur industriel, donc ça c'était il y a 3-4 ans, pour tester l'ensemble des étapes du coton issu du TLC jusqu'au fil. Et là, les défis sont extrêmement nombreux. Chaque étape est un défi, en partant par le gisement. Où est-ce qu'on achète du coton blanc trié ? Ça coûte cher. Aujourd'hui, au niveau des trieurs, c'est pas forcément le sujet n'est pas forcément le tri par matière. Il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place maintenant, mais il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Et puis ensuite, techniquement, c'est chaque étape, combien on peut en mettre de coton recyclé, le fil, les niveaux de frein de machine. On va rentrer dans des domaines très techniques, les pas de machine, le temps machine, donc plus long. Et donc, on arrive à des contraintes de prix, évidemment, puisque ça met plus longtemps et on consomme plus de matière et le gisement est cher. Et puis, on arrive à un certain nombre de contraintes de niveau de qualité, c'est-à-dire de constante de niveau de qualité, puisque ce qu'on prend des TLC, contrairement à des chutes de coton ou à du coton vierge, c'est une qualité qui n'est pas standard et puis qui peut être modifiée selon les gisements qu'on a. Voilà, aujourd'hui, on a voulu aller au bout de la démarche et on continue. C'est pour vous dire que c'est concret. On a produit plus de 35 000 pièces, donc d'un mélange 60% de coton recyclé issu du TLC, 40% de coton vierge certifié GOTS, mais donc on va dire standard, et donc un fil 100% coton avec 60% de coton recyclé TLC qu'on a mis en magasin et qu'on a vendu. Donc on a vraiment été au bout de la démarche. On est aujourd'hui dans une deuxième phase qui est de dire comment on peut, puisqu'on les a vendus, mais on n'était pas totalement satisfait de en tout cas la qualité perçue. La qualité intrinsèque était bonne, mais perçue, il y avait encore un certain nombre de petits défauts visuels. Et donc on est en train d'essayer de corriger le tir pour éventuellement incorporer, ce qui n'était pas notre idéal de départ, mais peut-être un peu de polyester ou passer à 50% ou 40% et continuer dans cette démarche de prendre du TLC, c'est vraiment ça qu'on essaye de faire, et au maximum de proposer une qualité qui est visible au client, la même que sur du coton standard. Merci Didier, merci pour ce retour d'expérience. On va en parler, on va ouvrir. Jean-Olivier, vous, une autre cas concret, autre expérience, ça. Alors, c'est la chaussure Cécile, c'est ça ? Comment vous l'expliquez d'ailleurs ? À l'enfant que je suis, comment vous expliquez la chaussure Cécile ? Alors, la chaussure Cécile, c'est une basket réparable. Donc, Cécile, c'est notre marque en propre de la manufacture et c'est un peu un concentré de notre savoir-faire.
Et d'ailleurs, je ne vous ai pas amené une paire neuve, mais je vous ai bien amené une paire qui a été portée. L'idée, c'est de mettre en avant notre savoir-faire, c'est à fabriquer des chaussures en France, avec des matériaux qui ont été sourcés en circuit court. Le fournisseur le plus loin, il est à peu près à 1300 km de l'atelier. Et tout ça, ça nous permet d'avoir une empreinte carbone qui est très contenue. Une Cécile, c'est 4,4 kg de CO2 à comparer à un produit équivalent qui viendrait d'Asie, c'est à peu près 3 à 4 fois plus. Donc, on a travaillé on a déposé un brevet pour ça autour de la réparabilité, puisque l'idée qui est derrière, c'est pas de faire une basket comme une autre, mais c'est plutôt de travailler vraiment sur sa durée de vie. Et la réparabilité, alors on l'a pas inventé, ça existait, mais c'était assez peu, pour pas dire pas démocratisé dans la basket. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait breveter ce système de démontage. Et l'idée, c'est qu'au bout d'un temps d'utilisation qui varie en fonction de chaque client, on récupère les paires de chaussures, on les remet en état dans notre atelier et on les renvoie. Et donc ça, c'est l'exemple. Le client achète ses chaussures, il achète un kit de réparation, du coup, comment... Il achète simplement sa paire de chaussures et quand il a envie de la faire refaire parce qu'elle est usée, il nous contacte. Échange de photos, on dit si oui ou non on peut réparer. Bon, très honnêtement, dans 97% des cas, on répare. Et c'est parti, c'est un service qu'il achète sur Internet, tout se fait à distance. Et donc ça, c'est un exemple, en fait, avec une paire qui nous a été renvoyée, avec le pied droit, l'état dans lequel il était, et puis le pied gauche qui a été refait. Il récupère un pied gauche, Non, il récupère la paire, je vous rassure. La révolution est là. D'accord, donc on voit bien, il y a vraiment un impact environnemental par rapport à la basket traditionnelle qui se répare pas ou jamais. Mais il y a un double impact parce qu'il y a un impact sur le produit neuf, puisque ce que je vous disais, c'est que déjà, en étant en circuit court, en faisant tout en France, on a un impact qui est très limité. En plus, on utilise des matériaux recyclés, donc on essaie de bien faire les choses. Et après, la réparation allonge la durée de vie du produit, donc on divise quasiment par deux le bilan, l'empreinte carbone. D'accord. Didier, une autre action concrète. On est très concret, hein. Là on met les choses sur la table et puis après on ouvre le dialogue. Idetroc. C'est quoi Idetroc et comment ça fonctionne? Alors c'est un système de dépôt-vente. Je pense que nous avons été pionniers sur ce système-là il y a quelques années. Aujourd'hui, de nombreuses enseignes l'ont également fait de différentes façons et avec beaucoup de talent. C'est un système qui permet aux clients de venir déposer en magasin ces articles portés par les enfants. Et de manière autonome, le client imprime lui-même ses étiquettes de prix. Donc il y a un dépôt-vente en magasin qui fait le tiers de confiance qualité avec le nouvel acheteur. Et nous reversons l'ensemble de la vente au client. On ne prend pas de marge au passage sous forme de carte cadeau, mais on redonne l'ensemble du produit de la vente. Ça, c'est dans une démarche donc, de développer évidemment la seconde main, puisqu'effectivement, tout à l'heure, on a parlé du recyclage, mais tant que le produit peut être utilisé en termes du ranking écologique, le plus intéressant, c'est de le réutiliser le plus longtemps possible. Et on pense que pour un client, le fait de pouvoir s'appuyer sur le tiers de confiance du magasin peut être quelque chose d'encourageant par rapport à une démarche en ligne, notamment. D'accord. Idetroc. On a fait 2 millions de pièces depuis 7 ans comme ça, remis en vente. Très bien, Idetroc, là on fait un ping-pong. Olivier, vous innovez également avec un principe de location de chaussures. Et ça, vous faites ça avec l'atelier Bocage. Pareil, en quelques mots, comment ça fonctionne? Donc l'atelier Bocage, c'est un projet qui a été lancé il y a 5 ans. C'est un projet co-construit entre la partie industrielle qui a travaillé sur le processus de reconditionnement et la marque qui a travaillé sur le marketing et l'outil informatique. Concrètement, c'est un abonnement de 2 mois qui est proposé dans les magasins Bocage. Au bout de 2 mois, la paire de chaussures peut être achetée par la cliente ou alors elle est restituée. Et dans ce cas-là, on récupère ces chaussures. Nous, on va les remettre en état à l'atelier et elles repartent pour être vendues en seconde main dans des corners de seconde main des magasins Bocage. Et les chaussures non récupérables, comment vous les gérez? Il y en a assez peu. Ouais. Il y en a très très peu parce qu'il y a 2 raisons à ça. La première, c'est qu'on travaille avec la marque Bocage, donc on est sur un produit de base qui est assez qualitatif, ce qui veut dire qu'en 2 mois d'usage, globalement, les paires sont en très bon état. Et la deuxième chose, c'est que nous, on s'efforce aussi à les remettre en état. Donc du déchet, il y en a vraiment
quelques pieds, mais c'est tout. Des questions, la conversation s'ouvre avec vous dans la salle, vous en ligne. J'ai les questions qui arrivent ici. J'en ai d'autres, sinon moi. Mais s'il y a des mains qui se lèvent, une main se lève ici au deuxième rang. Mademoiselle, voilà. Madame a une question. Bonjour, Céline Fieravo, Galerie Lafayette. Je voulais savoir quelle a été la réaction des clients quand vous leur avez proposé un produit 60% coton recyclé, 40% coton bio. Est-ce qu'il y a une réaction? Est-ce que les t-shirts ont été plus achetés que des autres t-shirts en coton conventionnel? Qu'en a pensé le client? C'est une très bonne question. Je pense qu'on n'a pas forcément fait l'analyse suffisante d'ailleurs sur la remontée client. On a voulu au départ présenter le produit dans la gamme et pas forcément le scénariser d'une manière complètement différente. C'était une volonté de départ. Néanmoins, il était à un prix différent puisqu'on a dû le vendre de mémoire à 15 € alors qu'un de nos t-shirts standard était plutôt à 9 €. Donc il y avait une différence de prix. Il était effectivement étiqueté, il aurait été écrit le t-shirt parfait dessus, et il était étiqueté de manière à faire connaître aux clients le 60% recyclé, le 100% coton. On sent qu'on est au début, et c'est pour ça qu'on passe aussi par le 30% recyclé des chutes de production. On a un besoin pédagogiquement, par la quantité et par l'habitude, d'expliquer aux clients que le recyclé, c'est bien et que ce n'est pas mauvais. Parce qu'on a eu des réactions de sondages qu'on a fait en magasin quand même, pour mon bébé, non. Pour le bébé, le recyclé, j'ai une crainte, c'est peut-être dangereux. En plus, période de Covid, je ne vous raconte pas, bon voilà, il y a peut-être du Covid dans le recyclé, etc. etc. Non, mais évidemment, ouais. Et donc je pense que c'est en faisant ça que petit à petit, on montre aux clients que c'est quelque chose de normal, en fait, et qu'il n'y a pas de problème à faire du recyclé. Donc oui, on a eu quelques réactions. C'est quoi? C'est peut-être dangereux, c'est peut-être moins résistant, alors que nos tests étaient strictement les mêmes. On ne voulait surtout pas dégrader la durabilité physique, même si en perçu, on pouvait avoir quelques différences, sans l'accepter dans ce qu'on voulait faire, mais en durabilité physique, c'était exactement la même chose. Donc c'est là on recommence en se disant... on va plus communiquer sur l'impact environnemental et on va faire en sorte surtout que la qualité perçue soit exactement la même. C'est fondamental, sinon malheureusement on passe à côté de vente et donc on n'arrive pas à développer la quantité en fait. Et là on touche du doigt la question de la sensibilisation du client, effectivement, du consommateur, de la consommatrice finale. Comment on accompagne ces produits-là? Comment vous avez des retours aussi sur ces nouvelles expériences? Alors, si on parle de Cécile, on a des retours au travers de nos clients qui sont très positifs. Ça a été une bonne surprise pour nous parce qu'on a un effet waouh. Ouais. Et on ne s'y attendait pas et c'est plutôt positif. Après, au travers d'autres actions qu'on peut entreprendre justement à l'atelier bocage où les clients peuvent toucher et essayer les paires en magasin, on a aussi du retour positif. Et est-ce que vous les accompagnez d'une manière particulière? Parce que le consommateur, est-ce que vous le prenez par la main pour lui expliquer que c'est vertueux, que c'est bon pour la planète, c'est bon pour lui, etc. etc. Alors, sur Cécile, oui, c'est ce qu'on fait, puisque c'est le sens de la marque et c'est l'histoire qu'on raconte. Oui. Quand on est dans un magasin de bocage, dans un corner de seconde main, c'est un peu le rôle de la conseillère client d'expliquer en fait ce qu'on fait. Après, très sincèrement, il y a quand même un attrait prix. Donc, le client vient aussi par là. Aujourd'hui, expliquer ce qu'on fait, c'est un vrai défi parce qu'on a d'autres projets par ailleurs. On se rend compte que sur la partie gisement, sur la partie industrielle de reconditionnement, on va savoir faire, on va savoir passer à l'échelle. Mais par contre, derrière, sur la vente, là, aujourd'hui, il faut qu'on déploie des trésors de pédagogie. Sur la seconde main, il y a deux freins principaux. Il y a un frein autour de l'hygiène et il y a un frein autour de l'hédonisme, le fait qu'on a déjà mis son pied dans une chaussure. Et en fait, c'est des freins qu'on a adressés par notre process, c'est-à-dire qu'on débactérise les chaussures, on tue 99,9% des bactéries et on réenforme les chaussures. C'est-à-dire que le sujet de la forme, on le traite.
Mais sauf que derrière, il faut l'expliquer au client. Et c'est là que c'est compliqué parce qu'il y a quand même il y a un certain nombre de croyances aujourd'hui, et il faut qu'on arrive à démontrer que finalement, nous, avec notre process, on apporte de la confiance et de la qualité. Et aujourd'hui, ça devient notre enjeu principal de vendre, entre guillemets, ça. Il y a une question, monsieur. Oui. Pardon, ça fonctionne, oui. Pour rebondir sur la réincorporation de coton dans vos produits, vous vous sourcez quasiment uniquement que sur de la matière qui vous appartenait déjà, puisque c'était un déclassé de fabrication, si je comprends bien. Ou vous vous êtes sourcé ailleurs? Je vois pas qui parle, c'est pas grave. Oui. D'accord, ok. Non, pas sur c'est autre chose qu'on essaye de développer. Merci pour le rebond, mais on se sourçait sur du TLC standard, donc auprès d'un trieur-collecteur européen. Et donc, dans votre démarche, vous nous dites que pour que le produit soit plus attractif pour le consommateur, vous voulez l'enrichir. Donc, vous avez dit mettre du polyester à l'intérieur. Mais si vous faites ça, vous risquez de vous couper vos sources d'approvisionnement futures. Non, Parce que vous n'aurez plus de coton que vous pourrez réintégrer. Oui, vous voyez l'étape d'après. Oui, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas forcément l'idéal. L'idée de départ, c'est d'arriver à 100% de coton. Néanmoins, dans la démarche de progrès, moi, je préfère essayer d'avancer sur certaines choses plutôt que m'arrêter là et rien faire. Donc, on se dit que si on doit arriver à capter du 30, 40, 50% de coton issu du TLC et de le remettre dans des vêtements neufs, et que pour ça, soit il faut passer, on est à 60, soit il faut passer à 40, ou alors on reste 50, mais on met 5% de polyester, on est dans une démarche de progrès. Certes, ça peut poser un autre problème derrière, qui est de re-effilocher ce produit-là pour revenir sur du... Mais on aura déjà fait une étape. Et nous, la démarche dans laquelle on se fait aujourd'hui, c'est de dire, essayons, parce qu'en faisant ça, on va peut-être avoir d'autres idées. On va peut-être trouver d'autres solutions. Ce qui est sûr, c'est que si on ne teste pas, on en reste là où on est. Donc voilà, notre démarche, c'est de dire, essayons, trouvons, une fois qu'on a créé le besoin, qu'on va faire en sorte que plus de trieurs-collecteurs vont aussi proposer du tri par matière, que cet investissement industriel va être fait en France et en Europe. Je pense qu'on va être dans une démarche où les solutions vont venir une par une. C'est une démarche globale. Mais vous avez raison aussi, ce n'est pas l'idéal de rajouter du polyester dedans. J'ai les questions qui sont arrivées, merci en ligne, vous posez des questions. Elles sont parfois très courtes et donc je me dis dans ma tête, c'est cool, elles vont être courtes. Mais je pense qu'elles ne sont pas si binaires que ça, donc j'entends une. Quels sont les traitements pour stériliser les TLC? On passe dans... Alors les traitements à la source, je ne suis pas certain qu'ils soient standards à tous les niveaux, mais peut-être que dans la salle, certains peuvent en parler. Ensuite, on passe dans tout le process standard, y compris la teinture, parce qu'un certain nombre de fois, on reteint, on n'est pas que sur du vierge, donc là, on passe à 90 degrés et plus. Il n'y a pas de... L'ensemble du cycle tue l'ensemble des... Il peut y avoir des corps étrangers, peut-être d'autres formes de fibres, donc... On n'est jamais à 100% coton, on peut avoir quelques fibres qui se baladent qui ne sont pas forcément du coton, mais au niveau innocuité, au niveau de la santé, il n'y a pas de danger. Jean-Olivier, peut-on connaître le coût de la réparation, s'il vous plaît? Une question de Sandy. Donc là, sur les Céciles. Alors sur les Céciles, aujourd'hui, c'est 59 €. 59 €. Mais quand on travaille en B2B pour bocage, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de prix. Deux chaussures ou une chaussure? La paire. La droite. Jean-Olivier aussi, pour la basket, quel taux d'éléments détachés neufs faut-il pour la réparer en moyenne? En élément neuf, on va changer la semelle et on va changer la première intérieure et la première de montage et le lacet. Voilà. D'accord. C'est pas vraiment une réponse avec un taux d'éléments. Oui, mais il y a un taux en quoi? En surface, en poids Emma, il faut documenter votre question. Pour les deux intervenants, et ça fait un lien avec un point que je voulais vraiment aborder, c'est le point de la coopération, les partenariats. Vous avez parlé du CETI, vous aussi, vous travaillez avec le CETI également. Pour vous deux, avez-vous fait appel à de la prestation externe pour vous accompagner sur ces projets, ou bien avez-vous travaillé uniquement avec vos équipes internes déjà en place? Une question d'Éléonore. Bon, la question elle est répondue, puisque oui, vous travaillez avec d'autres, oui, mais... Et en même temps, de notre expérience en tout cas, c'est très important de monter en compétences internes dans l'entreprise pour pouvoir faire ce type de sujet.
Partenariat, bien évidemment, mais un partenariat qui marche, c'est un partenariat quand on sait de quoi on parle dans l'entreprise. Donc, ça s'est accompagné chez nous, par de l'embauche de ressources techniques, ingénieurs, par une équipe dédiée, et donc par une volonté de maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça me paraît une des clés du succès. Ouais. Jean-Olivier, vous travaillez aussi avec d'autres marques, et parfois qui n'ont rien à voir avec votre cœur de cible. Oui, alors on a différents projets. Alors nous c'est un peu pareil, on a développé pas mal de savoir-faire en interne, mais on sait aussi s'associer. Donc on a un très grand projet, un projet de filière avec le CETIA, donc dans le Pays Basque, pour travailler sur la reconnaissance optique en fait, des produits, pour savoir quel type de matière il y a à l'intérieur des produits, le démantèlement par arrachage et ensuite le recyclage. Donc ça, c'est un gros projet de filière qui est engagé depuis un certain temps et va prendre des années. Et après, de façon peut-être un peu plus microscopique, en ce moment, par exemple, on travaille sur un projet avec un collecteur-trieur, donc GBTEX pour pas les citer. Où l'idée, en fait, c'est de voir comment est-ce qu'on peut sortir des chaussures donc, qui ont été collectées et qui sont destinées en fait, à être transformées en combustible, qui ne peuvent pas être réutilisées. Comment est-ce qu'on peut en faire un gisement pour faire la chaussure réutilisable? Donc on travaille ensemble, ça se passe en 3 étapes. Il y a une étape autour du gisement, du cahier des charges, donc on a déjà fait plusieurs itérations là-dessus pour savoir comment trier les bonnes chaussures. La deuxième étape, c'est le reconditionnement en lui-même. Donc ça, c'est ce qu'on fait à notre atelier, avec un certain nombre de contraintes pour arriver à respecter des critères économiques. Et la troisième étape, c'est la revente. Donc l'histoire est belle parce que, en fait, si on arrive à le faire, pour le moment, on est plutôt en phase de POC, mais si on arrive à passer à l'échelle, en fait, on va tout simplement sortir du déchet et on va remettre des chaussures sur le marché sans avoir consommé de matières premières nouvelles. Voilà. Merci messieurs. Un mot en re. Moi, c'est reformater. Reformater. Oui, parce que je reviens au marché, aux clients, et si on veut progresser, si on veut justement arriver en fait à déployer plus de seconde main, notamment sur la chaussure, on a besoin de penser autrement, de réexpliquer. Voilà, et c'est pour ça que je pense à reformater les esprits. Reformater les esprits. Alors recycler, c'est trop facile. S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien l'idée de la persévérance. Et donc, je n'ai pas trop de mots heureux, mais retester, réessayer. Oui. Et c'est un peu le cas, finalement. Vous expérimentez, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Exactement. Et vous continuez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Hop. Alors, ce matin, nous avons donc fermé les yeux en nous projetant sur 2050. Là, cette fois-ci, je vais vous proposer l'exercice inverse. Donc, ouvrez grand les yeux. On ne va pas forcément aller vers le passé, bien sûr, mais on va, dans cette toute dernière partie, explorer des frontières qui ne sont pas si étanches que ça. Bon, c'est un peu comme toutes les frontières, finalement. On va tenter, là, de distinguer le vrai du vraisemblable. Vous allez voir. Vont me rejoindre sur cette scène Quentin Hirsinger, président fondateur de Matériaux, Véronique Haller-Spitzer, directrice du pôle régénération de Refashion, Adrien Rivière, cofondateur du Design Fiction Studio, et Lars Vrignon, responsable du développement commercial pluralisme. Jingle. Bonjour, bonjour, installez-vous. Alors, c'est une des rares conversations où il y a un vrai plan de table. Voilà. Il y a un plateau là, et moi je suis là. Voilà, on va faire comme ça. Alors, on va démarrer tout de suite avec vous deux. Adrien, j'ai envie de vous donner mon rôle. Ça veut dire que là, j'ai parlé de frontières entre le vrai et le vraisemblable. Bon, vous allez nous aider à y voir clair. Oui. Et tout du moins pendant 8 minutes, j'ai dit que vous étiez cofondateur du Design Fiction Studio, mais enfin, c'est quoi le design fiction ? Oui, on va commencer par là. Bonjour à tous. En effet, on parle de vrai et de vraisemblable, et vous allez voir qu'on va parler ensemble du Design Fiction Studio. Et simplement, rapidement, en fait, le design fiction, peut-être que certains connaissent, c'est donc à la frontière du design et de la fiction. Donc on va parler à la fois des récits, et notamment des récits prospectifs. Comment on fait pour s'imaginer demain et après-demain, 2025, 2030, 2035, 2040, et imaginer dans votre filière
C'est quoi le futur de la filière textile? À quoi ça ressemble? Quelle est la chaîne de valeur? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut plus faire? Comment le monde a évolué? Bon, bref, vous connaissez les récits de science-fiction. Vous regardez des séries, vous lisez des ouvrages sur le sujet. Les récits, ils nous servent à quelque chose de très important, et vous allez en avoir un exemple très rapidement, c'est qu'ils nous permettent de visualiser les choses. Un bon récit, on peut se projeter dedans, on peut commencer à visualiser, à comprendre ce qui se passe. Et puis, il y a le design. Et en fait, quand on se projette dans le futur, qu'on commence à imaginer ce qui se passe, comment a évolué la société, les comportements des consommateurs, on passe de la propriété plutôt à la location, à l'usage. Puis ça, c'est un signal faible, il y a quelques années, qui commence à être une tendance de plus en plus lourde. Et puis peut-être qu'on pourrait en faire une tendance très lourde à 2040, où l'achat devient très minoritaire par rapport à l'usage et à la location. Comment la société change? Comment toutes vos économies, comment toutes vos entreprises changent par rapport à ça? Et c'est là où le design rentre en jeu, c'est que le design, il nous permet de prototyper, c'est-à-dire qu'il nous permet de choisir dans le récit quelques éléments qu'on a envie particulièrement de travailler. Nouveaux services, nouvelle expérience, nouvelle chaîne de décision entre les différents intermédiaires d'une filière, etc., etc. Donc les objectifs du design fiction, c'est finalement de partir de la complexité des enjeux. Bon, je pense que ça, je n'ai pas besoin d'y revenir. Les enjeux sont très, très, très complexes dans votre industrie, dans toute la filière. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est le point numéro 2 et le point 4. C'est développer un regard critique et jouer volontairement la controverse. En fait, le design fiction a été créé au début des années 2000. C'est une méthode assez récente de prospective et d'analyse qui joue spécifiquement sur le débat, la controverse. En gros, il faut qu'à la fin, on s'engueule. D'accord? C'est qu'à la fin, on n'est pas d'accord. Mais non, on ne peut pas faire ça. Mais t'es dingue. Une société qui, en 2040, préfère l'usage à l'achat. Mais ça n'arrivera jamais, pas aussi vite. Attends, t'imagines l'inertie des consommateurs. Impossible. Il faut qu'on s'engueule, on s'étripe. L'idée, c'est qu'en provoquant le débat, évidemment, on met sur la table tout un tas de choses qu'on ne pensait pas possibles, qui étaient pour nous du domaine impossible à dire parce que maintenant la filière elle est comme ça, il y a plein d'inertie, etc., etc. Donc c'est ça qu'on essaye de travailler un peu. Et donc on a différents stades. Et donc là je vous donne une vision très simplifiée de ce qu'on fait. C'est que on part du présent et puis première chose, vous savez, pour imaginer le futur, d'abord on imagine qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. On revient dans le passé. Il a été démontré par exemple scientifiquement que la mémoire du futur, c'est-à-dire la capacité de projection d'un individu, dépend de sa mémoire du passé. Plus on connaît ce qui est arrivé, plus on est capable de se projeter. Donc la première chose, c'est qu'on retourne dans le passé. Qu'est-ce qui s'est fait? Quelles ont été les grandes ruptures, les grandes révolutions, les grandes sidérations, les grandes inventions, les grandes innovations? On va piocher dedans, on les analyse, on revient dans le présent, et puis ensuite on commence donc à se projeter. Et donc là, on va passer par deux grandes choses. C'est à la fois le récit, et vous allez en avoir un cas concret avec Lars, et puis encore une fois, un prototypage. Je vous donne quelques exemples de ce qu'on peut réaliser. On se pose une question comme et si des nanorobots étaient libérés dans nos corps pour lutter contre la dépression? Alors vous le savez, on se projette dans le passé. La dépression augmente. De plus en plus de jeunes sont dépressifs, se sentent mal. Le bien-être diminue dans nos sociétés modernes, occidentalisées, pourtant très riches. Donc la dépression va peut-être devenir un phénomène de santé mentale énormissime. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on se projette dans le futur, on pourrait imaginer des nanorobots, vous savez que la nanotechnologie se développe énormément dans la santé, pour peut-être lutter contre la dépression comme phénomène médical. C'est un exemple, il y en a d'autres. On a inventé un Netflix, pourquoi pas un Netflix des rêves, vous savez qu'on rêve tous, alors peut-être que ça vous ferait peur, mais si on enregistre demain nos rêves et on les met sur une plateforme, on devient influenceur de rêve, c'est génial. C'est génial ou c'est le cauchemar. Et c'est là où on débat. Et c'est là où on s'étripe. Mais attendez, on est tous d'accord que Netflix, le PDG de Netflix, Hastings, a dit que la dernière barrière pour Netflix, c'était le sommeil. La lutte, c'est le sommeil. D'accord? On doit garder les gens éveillés pour qu'ils regardent le plus de séries. D'accord? Je ne l'invente pas, il l'a dit. Donc, ce qu'on projette, et vous voyez bien que ça commence un peu à vous gêner, c'est toute la méthode. D'accord? La méthode, c'est que ça doit gratter, ça doit jouer avec nos croyances, notre éthique, notre morale, mais justement pour pousser les limites de ce qu'on est vraiment capable de réaliser. On a mené d'autres projets, et puis j'ai la chance d'avoir avec moi Lars, qui est un étudiant qu'on fait bosser. Ancien étudiant. Ancien étudiant, plus maintenant, il y a 2 ans.
dans une école de design et qui a bossé sur le projet que vous allez voir là-bas, qui s'appelle COB. Et d'abord, je vais te demander, Lars, de nous raconter un peu comment vous avez commencé à travailler ce projet de design fiction. Quel a été le point de départ un peu de votre projet? Alors très bien, bonjour tout le monde. Alors en ce qui concerne notre projet, on devait se projeter sur une échelle de 40 à 100 ans. On a alors imaginé un scénario où on a eu un hiver nucléaire, Troisième Guerre mondiale, nombre de bombes atomiques ont rendu pratiquement la vie impossible sur Terre, et donc on a eu... On s'amuse beaucoup. Hein. Ouais, absolument. Et donc les seuls survivants, pour justement continuer à vivre et survivre aux radiations, ont dû se réfugier en Sibérie, dans des poches, on va dire, anciennement de méthane, justement, qui ont été libérées dans le pergélisol. Et ils ont créé une sorte de petite cité en dessous, cachée. Et au bout d'un certain temps, ils en ont eu marre, ils voulaient juste en sortir. Donc ils se sont dit, bon, très bien, on va créer une combinaison qui permettra de faire cette interface, justement, de protéger la peau des radiations nucléaires. Vous le voyez, méthodologiquement, il est capable de vous donner autant de détails, parce que ce que l'on fait avec les participants, des étudiants, des anciens étudiants, ou des entreprises, des organisations privées, publiques, c'est de travailler vraiment la visualisation, le récit. Je suis capable de me projeter dedans. Là, vous avez un univers dystopique, très sombre. Évidemment, on est capable de travailler des univers utopiques. D'accord ? Ça se passe mieux, on a pris les bonnes décisions, on a réussi à bifurquer, à infléchir, etc., etc. C'est aussi possible. Mais juste, vous voyez qu'on peut visualiser les choses et on peut se projeter d'abord dans un véritable futur qui devient un peu plus concret et tangible. Et donc, pour sortir, combinaison. Donc on a créé cette combinaison. Donc c'est pour vous expliquer comment elle fonctionne, il s'agit donc d'une combinaison de 4 mm d'épaisseur sur laquelle vous aurez deux couches d'algues. Une couche justement qui fonctionnera donc avec des algues photosynthétiques et qui viendra filtrer le rayonnement UV, mais également nourrir la seconde couche d'algues en oxygène. Et cette couche, justement, a été travaillée pour permettre de filtrer les rayonnements gamma et bêta. Donc là, ce que je vous passe, c'est tous les travaux que les étudiants ont menés. Hein. Il y en a des slides et des slides et des slides, hein, d'accord ? Je reviens à ce que tu disais, Éloi, c'est vraisemblable, ce n'est pas vrai. D'accord ? C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait est documenté, d'accord ? C'est du domaine du vraisemblable, hein, pour encore une fois essayer de matérialiser les choses. Mais évidemment, les ex-étudiants ne sont pas des doctorants dans toutes les catégories de bio-ingénierie. D'accord ? Donc c'est un exercice de pensée avant tout pour mettre en tension justement nos modèles économiques, nos modèles politiques, les rapports de force, etc. etc. Et donc là, Lars, tu évoquais justement la première couche que l'on voit ici et les études que vous avez menées. Et donc on s'appuie sur des données comme le blob ou tout un tas de choses qu'on connaît aujourd'hui et qui existent déjà, et puis on les projette un peu dans le futur pour essayer de voir ce que ça peut donner. Dans notre équipe, il n'y avait aucune compétence en biologie, c'était que de la simple curiosité. Donc voilà. Et si vous voulez, l'idée, et pour terminer là-dessus, c'est que des ex-étudiants comme ça, qui travaillent 5-6 jours dessus, ils ont la possibilité de descendre extrêmement loin dans les connaissances scientifiques d'ici et maintenant et dans les travaux qui existent et qui peut-être nous permettront de donner lieu à d'autres choses. Et ici, d'autres matériaux, d'autres types d'utilisation. Et vous allez en avoir probablement des exemples dans quelques instants. Mais c'est ça, si vous voulez, l'intérêt pour nous, c'est de pousser tous les curseurs et de voir ce que ça met en jeu et des potentielles pistes de matérialisation. Et pour terminer, je donnerai juste un exemple qui est cette fois-ci bien réel, dans une institution culturelle qui existe, qui est en plein Paris, dans le 16e arrondissement, dont je tairai le nom, et qui a des enjeux dans ces espaces de chaleur extrême. Hein, c'est des espaces qui, par exemple, sont sous verrière, et vous avez remarqué, il fait déjà un peu chaud pour quasiment milieu du mois d'octobre, et dans ces espaces là-bas, il fait plus de 50 degrés l'été. Légalement, il est impossible pour cette institution culturelle d'accueillir des gens. Il fait trop chaud, hein, c'est trop dangereux. On tomberait dans les pommes plutôt rapidement. La question qui se passe, et le travail de design fiction que nous avons fait avec cette institution culturelle, la question qu'on pose,
c'est mais si c'est déjà le cas maintenant, que faire de cet espace à 2030, à 2035, à 2040 ? Si on se projette, qu'est-ce qu'on peut visualiser ? Alors, je ne vous donne pas tout l'éventail des scénarios qui ont été rédigés, écrits et des artefacts qui ont été créés, mais un scénario, c'est de dire, mais ça s'appelle une serre urbaine. Et il s'avère qu'on a des centaines de mètres carrés qui sont disponibles, et peut-être qu'on pourrait créer d'autres types de partenariats pour inviter des acteurs du monde de l'alimentation à utiliser ces serres urbaines. Et peut-être qu'on ferait du circuit court, et peut-être qu'on pourrait alimenter une partie du restaurant qui se trouve dans l'institution culturelle, et je ne vous fais pas le chemin. D'accord ? Donc ça, c'est un scénario stratégique qu'on peut développer à partir du design fiction et d'une projection comme celle-ci. Merci Adrien. J'ai une question. Lars, vous faites quoi dans la vie, sinon par ailleurs ? Alors sinon, je suis en train de développer une start-up qui fait de l'analyse de toutes les prises de parole politiques à partir d'algorithmes d'intelligence artificielle. Donc le blob, tout ça. C'était juste de la curiosité. D'accord. Merci. On peut vous applaudir pour cet exercice de design fiction. Restez là, parce qu'il peut peut-être y avoir une interaction, qui sait, on ne sait jamais. Quentin, j'ai envie de me tourner vers vous. Vous êtes dans le matériau. Alors déjà, matériaux, justement, c'est une bibliothèque de matériaux. C'est ça. C'est une sorte de cabinet de curiosité sur la matière, en fait. On va identifier un peu partout dans le monde tous les producteurs de matière que je vais dire singulières, atypiques, innovantes, moutons à 5 pattes, trucs bizarroïdes. Et là, c'est du vrai. Et là, c'est du vrai, c'est du concret, c'est même du commercialisé. Et c'est effectivement quelque chose qui peut... Je ne suis pas là pour vous parler des matériaux de demain, mais je suis éventuellement là pour vous parler des matériaux et semi-produits qui aujourd'hui sont développés, qui aujourd'hui sont opérationnels, qui aujourd'hui ne sont souvent pas connus parce que dédiés à un univers particulier, le militaire, la filtration industrielle, la dépollution des sols ou que sais-je, et avec cette conviction que c'est super intéressant de décloisonner les choses et de montrer à quelqu'un qui est dans le packaging quelque chose qui s'inscrit au départ dans l'univers du médical, ou quelqu'un qui est dans la mode, de lui montrer comment on équipe un militaire qui doit rester en chouffe pendant 24 heures avec plus 35 dans la journée, moins 12 la nuit, et qui ne doit pas bouger, et en même temps il doit recharger son TRPP11, ses lunettes de visée nocturne, etc. Donc le but du jeu c'est ça, mais là où effectivement il y a un point important, c'est que c'est des choses qui sont existantes. Alors bien sûr, je vais regarder ce qui par ailleurs est en cours de développement, mais les choses qu'on va montrer à nos utilisateurs, c'est du vrai, c'est du tangible. C'est du vrai avec derrière un industriel qui produit, éventuellement à super cher et éventuellement avec des contraintes très bloquantes, mais c'est des choses qui sont commercialisées, effectivement. Sur Cobb, sur ce projet, est-ce qu'il y a déjà des matériaux dans le monde réel du vrai, là, maintenant en 2023 ? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous faire dire que oui, on peut se diriger vers ça un jour ? On peut se diriger vers ça un jour. Le truc, très clairement, pour dire d'où je parle, c'est que moi, je ne m'inscris pas du tout dans une logique de prospective. Ouais. Je suis là pour montrer des choses sans forcément avoir de discours sur ce qui va advenir de tout ça. Donc tout ce qui est tendance, tout ce qui est prospective, c'est pas mon regard, et pour être totalement honnête, moi je rigole un petit peu doucement quand je vois les agences de tendance il y a 2 ans s'exciter comme des malades sur le méta ou sur les NFT, et aujourd'hui ils parlent totalement d'autre chose. Donc pour moi, très honnêtement, c'est toujours un exercice avec lequel j'ai du mal et dans lequel je ne m'inscris pas. Oui. Mais pour revenir sur cet exemple, que néanmoins je trouve tout à fait intéressant, et notamment dans le cadre d'un scénario de base qui est, bon ben voilà, si jamais demain, effectivement, il y a tout à coup vachement moins d'humains, qu'il y a eu 3 bombes qui sont tombées, que ceci, que cela, qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme utilisation ? Ce qui derrière va être un petit peu, pour moi, miroir aux alouettes, c'est que je vois quotidiennement des boîtes
émerger et puis annoncer un petit peu le matériau exceptionnel qui va sauver la planète. Et derrière, il y a toujours énormément et avant tout du discours marketing. Et par exemple, pour reprendre un des exemples qui est cité dans cet exemple de Cobb, la société Bolt-Trade, qui, je le prononce très très mal en anglais, excusez-moi, je suis un vrai français avec un accent anglais catastrophique, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils nous font miroiter des textiles à base de soie d'araignée, ce qu'eux appellent un cuir vegan, ce qui moi me fait hérisser à chaque fois, parce que cuir vegan c'est un oxymore, ça veut rien dire, à base de champignons. Et tout ça, résultat des courses aujourd'hui, ils ont arrêté en juillet dernier la production, ou l'annonce, parce que ça fait 10 ans qu'ils annonçaient, attendez, on va vous faire un truc, mais ça va déchirer sa mère, ça va être magnifique. Ils ont annoncé l'arrêt parce qu'ils ont réussi à faire du buzz pendant 10 ans avec Stella McCartney, avec 3-4 boîtes de luxe qui ont racheté ça pour faire des bracelets de montre qui ne tiennent pas la route. Mais derrière, ce qui va me gêner, c'est que si jamais on avait réfléchi 2 secondes à ce projet à la base, et par exemple, tout bêtement, le postulat de base qui est de se dire « Ah, il faut qu'on arrête d'utiliser du cuir, et donc il faut trouver des alternatives au cuir », moi je veux bien, j'ai pas d'action dans le cuir, mais peut-être s'interroger. Aujourd'hui, il y a encore des milliards de viandards, il y a donc des milliards de bêtes sur pied, il y a donc des milliards de déchets qui s'appellent du cuir, notamment. Et on est en train de faire miroiter que demain, on va être sur une planète plus propre parce qu'on va s'affranchir d'un déchet qui a des qualités phénoménales en essayant... Alors, aujourd'hui, dans la base de données, je dois avoir 50 références de ce qu'ils appellent du cuir vegan. C'est des textiles enduits de polyuréthane avec 20% de déchets de pommes. C'est... Ce qui me gêne, moi, derrière, c'est on va choper des trucs, mais derrière, il n'y a pas forcément une réflexion pour savoir s'il y a une vraie pertinence. Ce que vous dénoncez, c'est que c'est surtout une approche marketing... Très souvent. Très souvent. Sans fond. Je sais qu'Adrien voulait juste rebondir. Oui, parce qu'en fait, on est totalement d'accord. Premièrement, parce que... Non, il fallait qu'on s'engueule. Ah oui, merde. T'as dit tout à l'heure donc je vais m'inscrire totalement en faux, pour plusieurs raisons. On est d'accord, premièrement, parce qu'en fait, ces projets, évidemment, on ne les lance pas. C'est-à-dire qu'effectivement, le design fiction est une méthodologie qui permet juste simplement d'aller ailleurs, de penser différemment, de faire un pas de côté. Donc, effectivement, toutes ces entreprises n'ont jamais vocation à pénétrer le marché. C'est pour ça qu'en fait, c'est hyper complémentaire. Et en fait, pour ceux qui connaissent un peu la science-fiction, si vous regardez Black Mirror, si vous lisez Alain Damasio, etc., ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant ce qui est créé finalement à la fin, la combinaison en elle-même. Ce qui nous intéresse, c'est comment ça interroge nous, en tant qu'êtres humains, dans nos habitudes, dans nos croyances, dans nos comportements, dans comment on se comporte par rapport à telle ou telle matière, est-ce que ça nous gêne, ça ne nous gêne pas? En fait, c'est ça la science-fiction au fond. C'est au-delà de simplement l'objet qui est créé, c'est nous en rapport avec cet objet. C'est toujours la psychologie, c'est ce que racontent toujours les réalisateurs, réalisatrices, auteurs, autrices de science-fiction. Ce qui intéresse, c'est l'humain par rapport à l'univers projeté. Et bien en fait, c'est exactement ce qu'on fait. Et là, c'est intéressant ce que tu dis, c'est de dire, en fait, le cuir animal, est-ce qu'il nous dérange vraiment? Pas vraiment. Si moi, il me dérange. Ah oui, mais comment? Parce que si tu fais un alternatif avec plus de déchets alimentaires, ça me dérange peut-être plus. Et là, on est dans le design fiction. Là, c'est hyper intéressant. Et là, on s'engueule. Et là, on se fight, et là, c'est super. Mais finalement, c'est ça, c'est faire se poser des questions. Moi, à vous entendre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de designers qui ne se posent pas de questions. Mais c'est ça qui, aujourd'hui, je ne vais pas taper maintenant sur les designers, mais c'est ça qui, aujourd'hui, ils sont pas là. Me navre un petit peu. C'est que, quotidiennement, j'ai des gens qui vont venir au showroom et qui, en toute honnêteté, en toute bonne foi et en toute volonté de moins mal faire, vont arriver et vont me dire « Ah ouais, alors et pour ce pack-là, j'ai des contraintes, bien sûr, environnementales, donc il faudrait des matériaux écolos. » Et rien que cette lecture du truc en se disant « Ah ouais, mais pour ce truc, il faut des matériaux écolos », ça veut simplement dire que je ne me suis pas posé la question de ce que pourrait signifier un matériau écolo. Et moi, je défie quiconque demain de me montrer ce que c'est qu'un matériau écolo, parce que la matière, elle est. Et ensuite, c'est ce qu'on va faire de cette matière qui va être effectivement plus ou moins mauvais concernant notre place
sur cette planète. Et c'est là où, effectivement, je suis un petit peu les bras ballants, parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui veut bien faire, mais qui n'accepte pas la complexité de tout ça. Ce qui est... Et là, ça me fait venir vers vous, Véronique Aller-Spitzer. Donc, je le rappelle, vous êtes directrice du pôle régénération de Refashion. Bon, je ne vais pas dire que votre dada, c'est les déchets, mais en gros, votre truc à vous, c'est comment les déchets, on en parlait avec Quentin, comment les déchets peuvent devenir ces nouveaux matériaux, finalement. Effectivement, ça fait partie des missions de Refashion de transformer ces déchets en nouvelles ressources. Et effectivement, la condition, c'est que ça ait un impact environnemental moindre par rapport à la matière première vierge. On parlait de nouveaux matériaux qui parfois partent de rêves. Et c'est vrai qu'il y en a qui existent. Par exemple, la fibre de lait. Je crois qu'il y a les équipes du CETI qui sont là. Et la fibre de lait fait partie de ces choses auxquelles, comme ça paraissait complètement délirant. Et ça fonctionne. Ou d'autres projets qui ont été financés par Refashion. Par exemple, le fait d'arriver à séparer les matières des chaussures pour pouvoir les recycler avec des fluides supercritiques. Je me souviens quand le projet nous est arrivé, on s'est dit, ils sont dingues. Des fluides supercritiques. Supercritiques, oui. Ils sont dingues, ça ne va jamais marcher. Et puis ça a marché. Donc parfois, le rêve mène à la réalité. Mais sinon, c'est effectivement d'arriver à créer des nouveaux matériaux parce que l'idée dans le recyclage, c'est d'arriver à créer de la valeur. Le but, c'est de créer de la valeur. Si on fait du recyclage et qu'on se retrouve avec un produit qui a une valeur dégradée, ça ne va jamais marcher. Parce que tant en termes de coûts financiers, mais aussi, surtout, en termes d'impact environnemental, ça ne va pas être bon. Le résultat ne sera pas bon. Donc, comment on fait pour imaginer, composer, parce que c'est des recettes de cuisine à un moment, trouver les solutions pour avoir de nouveaux matériaux. Et là, il y a de plus en plus de solutions et dans l'auditoire, il y a pas mal d'industriels qui sont porteurs de ces solutions, tant en termes de textiles qu'en termes de chaussures, pour avoir des nouveaux matériaux qui ont des caractéristiques différentes. Par exemple, un t-shirt en coton, quand il va être recyclé, ça ne va pas être du coton comme avant, ça va être un nouveau matériau. Et ce nouveau matériau, il va avoir de très belles caractéristiques, mais ce qui est très important pour Refashion, quand on finance ce type de développement, c'est de calculer son impact environnemental et d'être sûr que ce nouveau matériau, il aura un impact environnemental meilleur que la matière vierge. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, ici au Cercle d'Aumale? Est-ce qu'il y a des questions, vous, derrière votre écran? Mais ça, c'est moi qui peux y répondre. Pour l'instant, vous êtes en train de les taper, sans doute. Et là, oui, il y a une question, monsieur ou madame dans l'ombre. Madame. Madame, désolé. Pile poil le moment où il y a de l'ombre. Bonjour, moi je questionne justement la diversification des matériaux. Quand vous parlez de nouveaux matériaux, et je reprends par rapport aussi au mot déchet, l'idée serait déjà de sortir de ce mot-là, parce qu'en effet ce sont des ressources qu'on va aller transformer pour valoriser. Mais derrière, sur la partie diversification, aujourd'hui, le recyclage et les filières du recyclage se concentrent quand même sur des matières qu'on a en commun et par rapport à la capacité, au volume, qui sont en capacité d'être en continu industriel. Comment on peut aussi prendre en considération ces nouvelles matières qui inondent parfois le marché sur des volumes un peu plus, on va dire un peu plus faibles, et réintroduire dans une filière qui n'existe pas. Donc en fait, finalement, on crée des problèmes au lieu de créer des solutions, alors que sur des matières matures, on a déjà des choses qui sont efficaces, notamment du recyclage mécanique, par exemple, sur lequel on peut faire une empreinte, en tout cas, qui est plus faible, par rapport à du recyclage chimique qu'on va gérer et avec lequel on travaille aujourd'hui avec des empreintes beaucoup plus faibles. Donc, vous deux, comment se situe justement ce showroom avec énormément de matières innovantes et donc comment cadrer aussi la filière par la suite et puis le renouveau des matières qu'on remet sur le marché avec une valeur et de créer une industrie derrière du recyclage qui fonctionne bien. Merci. Qui veut s'emparer Moi déjà, je réagirais sur une question un petit peu... de signification des mots. J'ai toujours beaucoup de mal, moi, à parler de nouveaux matériaux. Parce que, voilà, il y a le tableau de Mendeleïev, il y a des éléments.
On fait des matières et souvent quand on parle de nouveaux matériaux, on va parler de nouveaux semi-produits, donc pas réellement de nouvelles matières. Et puis ce qu'on peut noter, typiquement si vous voulez, j'ai mon t-shirt en coton et puis avec je vais faire un panneau parce que je vais le compresser et puis je vais mettre une résine biosourcée à l'intérieur et ça va me faire du panneau qui va être un petit peu du solide surface. Ce n'est pas un nouveau matériau, c'est un nouveau semi-produit, une nouvelle proposition à partir de la matière de base et c'est surtout une échelle de complexité supérieure, c'est-à-dire qu'avant j'avais du coton et qu'ensuite je vais avoir du coton mélangé à une résine X ou Y. Et c'est là où on en vient à votre question de multiplication, non pas des matériaux, mais des propositions, des produits existants et la complexité, effectivement, à recycler ça derrière, puisque un des enjeux principaux du recyclage, c'est déjà d'identifier les matières et de pouvoir, si possible, récupérer de la matière vierge ou quasi vierge. Donc c'est en fait dans ce sandwich-là qu'il faut qu'on réfléchisse et qu'on se dise, ben voilà, est-ce que il ne faut pas de plus en plus aller vers une logique de monomatière plutôt que de mix d'un tas de choses. Ça ne veut pas dire qu'on va les éviter, mais au moins aller vers ça. Et pour apporter de l'eau à mon moulin, bah, typiquement, voilà une réflexion qui, moi, me semble pertinente de se dire réfléchissons à quelque chose qui est beaucoup plus dans une logique de monomatériaux et on n'est plus dans un débat entre cette matière c'est bien et cette matière c'est pas bien. On est cette fois-ci dans un débat où on se dit bah tiens, pour faire ma pompe de ski, eh ben, il vaut mieux que j'utilise une seule sorte de plastique plutôt que 3 sortes de plastique. Vous voyez, on déplace le débat sur le projet et on s'interroge pour ce projet pour savoir ce qui est dans ce cadre-là le plus pertinent. Je vous laisse. Alors, Véronique, je vous ai vu acquiescer. J'acquiesce et je ne suis pas d'accord. Voilà. C'est-à-dire que j'acquiesce sur les produits neufs. Sur les produits neufs, c'est sûr, il faut du monomatière. Ça rend toutes les phases suivantes beaucoup plus aisées. Et le monomatière, c'est beaucoup plus simple et on rêve d'avoir que du monomatière, quels que soient les produits. Après, la réalité fait que le monomatière a plutôt tendance à réduire et donc on doit gérer, quel que soit le nom qu'on donne, la fin de vie des produits ou la deuxième ou la troisième vie des produits, on a à gérer une masse de multimatériaux. Et ces multimatériaux, désormais, un certain nombre, on sait très bien les gérer. On sait les séparer, ou si on ne les sépare pas, on sait les remettre dans des produits, par exemple des produits d'isolation, que l'on va pouvoir aussi recycler derrière. Là aussi, on a un certain nombre d'acteurs qui sont ici, et les produits d'isolation ont fait énormément de progrès depuis 10 ans, 20 ans, et on n'est plus du tout à des matériaux de base. On a désormais des matériaux très performants qu'on peut recycler derrière plusieurs fois. Et de la même manière, sur les multimatériaux, on arrive très bien à séparer certains matériaux. Le coton, le polyester, c'est plus un problème, on arrive très bien à les séparer. Après, à partir de 3 matériaux, ça devient compliqué, ça c'est sûr. Et à partir de 3 matériaux, non seulement on a du mal à les identifier, mais en plus on a du mal à les séparer. Donc ça, s'il y a quelque chose à dire, un message à dire aux designers et à tous les concepteurs produits, c'est une matière, c'est bien, 2 matières maximum. Après, ça devient très compliqué. Mais oui, voilà. Alors, ce qui est bien aussi dans le design fiction, c'est de mettre des gens qui sont vraiment pas d'accord dès le départ, parce que vous voyez que du coup, on va devoir construire. Mais ce qui est intéressant dans votre question, en fait, c'est souvent quand on fait ces exercices-là, on imagine le futur, forcément, ça sera le métavers, on aura un casque. Et comment tu gères le casque ? C'est facile, il est branché à une puce qui sera implantée dès ta naissance dans le cou. Ah oui. C'est toujours high-tech, plus de nouveautés, etc. Parce qu'on a un peu, nos imaginaires sont un peu colonisés quand même par tout un tas de trucs qui ne sont pas forcément vrais. Et en fait, les projets qu'on adore, et quand on anime ça avec Grégoire, qui est designer et cofondateur avec moi du Design Fiction Studio, c'est qu'on pousse les étudiants, ex-étudiants et les entreprises aussi à... Mais attends, ça se trouve, c'est du low-tech. Ça se trouve, c'est beaucoup plus simple. Ça se trouve, c'est pas du tout en inventant d'autres choses et en ajoutant d'autres couches. Et donc ça, c'est ça à dire hyper facile. À se projeter dans un futur où on ne prend pas
la piste verte du high-tech, de la nouveauté, du nouveau matériau, beaucoup plus difficile, hein, parce qu'on a tous une propension à y aller assez facilement. Et ça, c'est aussi intéressant de travailler ça, exactement ce que vous venez de citer en réalité. Juste vous, Lars, le projet COB, là, cette combinaison, il y avait combien de matières C'est un piège, ça. Alors, on a eu les blobs. Il en faut 3 max, grand max. On a eu 2 types d'algues. Ouais. On a eu du plomb, du tungstène. On a également eu des pellicules de graphène. Oui. Voilà. Donc, bon, c'est pas mal, mais du coup, ça rentre plus forcément dans cette grille. Bon. On a une question, monsieur. Alors c'est plus une contribution par rapport à ce qui a été dit pour toujours continuer d'alimenter un peu le débat. C'est qu'on a déjà produit suffisamment de fibres, on a suffisamment de fibres disponibles aujourd'hui avec les moyens techniques dont on dispose aujourd'hui pour habiller 4 à 5 générations. Donc on se doute aussi que les techniques de revalorisation des fibres déjà produites, elles vont ne cesser de s'améliorer. Et d'autre part, sur les nouveaux matériaux et notamment sur les haltères-cuir, il y a une chose aussi dont il faut avoir conscience, c'est que, vous le disiez juste avant, c'est que nous, on le voit comme un gisement et comme quelque chose qu'on revalorise, mais pour d'autres industries, ce sont effectivement des déchets. Et en fait, il ne faut pas que ce soit aussi une manière de déculpabiliser la surproduction dans l'agroalimentaire, parce qu'on continue on produit du jus d'orange qu'on importe de Floride et qui voyage partout dans le monde pour ensuite faire des matériaux à base d'écorce d'agrumes. Et là, on marche un petit peu sur la tête. Donc, arrêtons de surproduire, de déforester les forêts primaires. Utilisons effectivement les surplus de production et les déchets qu'on a, mais jamais dans l'idée de légitimer finalement une surproduction dans une autre industrie. Et d'où l'importance des bibliothécaires, un petit peu comme vous, Quentin, qui nous permettaient d'être... Ça serait prétentieux de dire d'où l'importance des bibliothécaires. Mais là où je suis entièrement d'accord, c'est que quand on m'a proposé de participer à cet après-midi de discussion et qu'on m'a dit et pour toi, Quentin, le matériau du futur, pour moi, le matériau du futur, c'est avant tout moins de matière. Ouais. C'est le premier truc avant de commencer à parler de graphène, de nanotubes, d'intégration de machin, de bidule, c'est moins de matière. Et le reste, pour moi, est totalement anecdotique. C'est-à-dire qu'on est face à un vrai problème systémique. Et c'est pas avec quelques trucs cosmétiques, genre t'as vu ma veste en kombucha et t'as vu mon machin, qu'on va changer quoi que ce soit. Donc je vous suis parfaitement. Quand j'ai donné cet exemple du cuir qui aujourd'hui est un déchet principalement, parce qu'il faut savoir que quand on parle du cuir, à 97%, je crois, l'industrie du cuir, c'est quoi? C'est du cuir de bovin et d'ovin. Et donc j'exclus déjà tout ce qui est cuir exotique où on va tuer une bête pour sa peau. Mais je suis le premier à dire si demain, effectivement, et ça serait mieux pour la planète, il y a moins de viandards, eh ben, il y aura moins de cuir et il y aura peut-être nécessité de trouver des alternatives judicieuses. Entièrement d'accord avec vous. Et je vais même aller plus loin. Sur certains chantiers et projets, il est beaucoup plus judicieux d'utiliser un simili-cuir qu'un cuir qui a un vrai impact. On peut se dire que c'est effectivement un déchet de l'agroalimentaire, mais ensuite toute la filière de tannage et tous ces trucs-là, ça génère beaucoup de problèmes. Et donc c'est pas le matériau, c'est super gentil. Simplement, ce que je dis, c'est que si je veux avoir des pompes et que je veux que mes pompes, elles durent 5 ans, ce qui est la logique à avoir, eh ben aujourd'hui, c'est pas avec le Milo qui, en gros, aurait tenu 3 mois que je vais faire mes pompes, c'est avec du cuir si je ne suis pas végane. Si je suis végane, c'est un autre débat. Mais là aussi, à nouveau, glissement sémantique, végane et écolo, maintenant c'est pareil. Non, c'est pas pareil, c'est 2 termes différents pour 2 réalités différentes. Donc encore une fois, j'ai aucune chapelle particulière, mais il me semble important que sur ces questions, et parce qu'il y a vraiment urgence, on se pose les vraies questions et qu'on ne se dise pas
je vais continuer, excusez-moi de taper sur un truc, mais je vais continuer la fast fashion, mais ça sera du coton bio. Non, c'est le modèle qui est à mettre en tout cas à poser sur la table. C'est pour ça que je trouvais très intéressante la discussion qui précédait la nôtre, c'est qu'il me semble effectivement essentiel aujourd'hui de penser à la réparation des choses, à la seconde main, à tous ces trucs qui permettent effectivement, avant tout, de limiter l'épuisement des ressources et donc d'arrêter de taper partout pour essayer de continuer à produire. C'est ça qui est le vrai enjeu, il me semble, aujourd'hui, pour toutes les industries. Véronique, j'ai un peu plombé là. Un mot là-dessus ? Non, mais non. J'abonde, j'abonde complètement. On est déjà sur le sujet, la réduction, le fait de réparer, de réutiliser, et derrière, avec les stocks que nous avons aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ces stocks et comment on les transforme en de nouvelles ressources et quels sont les moyens les moins impactants et les plus efficaces, parce que non seulement il ne faut pas être impactant, mais il faut quand même que ça soit efficace pour recréer des produits réparables et durables. Absolument. Et donc, on est dans ce système où c'est l'économie circulaire, finalement. C'est un peu l'économie circulaire. Voilà. Il nous reste 5 minutes, en gros. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Une dernière main levée ? Parce que sinon, je donne la parole à Adrien. Donc, une dernière main levée ? Merci. Moi, sur la réparation. Alors, deux coups, Adrien, sur la réparation, je voudrais t'entendre. Non, mais sur la réparation, par exemple, non, mais vraiment, en plus, sans rire, ça peut être des choses qui sont intéressantes pour vous aussi, parce que, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, la réparation, dans la méthodologie du design fiction, c'est ce qu'on considère être un signal faible. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de marques qui se sont mis à réparer les choses. Donc Patagonia, Veja, les marques de luxe, historiquement, on pouvait aller réparer, etc. Puis il y en a d'autres, je ne suis pas spécialiste, donc j'en oublie probablement énormément d'autres. Ce signal faible, on peut le prendre et puis on peut le travailler pour le transformer dans ce qu'on appelle une tendance lourde. C'est-à-dire que l'ensemble de l'industrie textile et la plupart de ses acteurs dérivent vers cette idée de réparation. Maintenant, la question qu'on se pose dans un avenir 2030, 2035, 2040, on met les curseurs où on veut, c'est du coup qu'est-ce que ça dit pour chacun d'entre vous, là où vous êtes sur la chaîne de valeur. C'est-à-dire que le retailer n'est plus simplement un retailer, c'est peut-être 25%, 40%, 50%, 80% de son magasin va être dédié à la réparation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 25%, 40%, 50%, 60%, 80% ne sont plus des vendeurs, mais des réparateurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut plus de réparateurs, mais ça, on ne les a plus. Vous le savez. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut les former. Ça veut dire que dans les écoles, et voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le design fiction, il permet ça. C'est-à-dire qu'on circonscrit un signal faible, qu'on peut identifier à un moment donné, on le pousse en tendance lourde, et une fois qu'on a imaginé l'ensemble de l'industrie, l'ensemble de la chaîne de valeur poussée sur la tendance lourde, qu'est-ce que ça recompose pour vous ? Et en fait, c'est un exercice de pensée à la Einstein, vous savez, qui faisait des exercices de pensée, pour essayer de découvrir de nouvelles lois, de nouvelles actions, de nouvelles choses à faire ensemble. Véronique ? Par rapport aux nouvelles matières, il y a aussi le fait, c'est étonnant, il n'y a pas eu de question, il y a beaucoup de metteurs en marché parmi vous, et souvent les metteurs en marché nous disent, mais comment je fais ? Moi, je vois, alors pas nouvelles matières, pardon, c'est nouveaux semi-produits. Je suis censeur de rien. Semi-produits, c'est nouveaux semi-produits. Comment on fait pour les intégrer ? Matériaux responsables, moi ça va. Donc ces nouveaux semi-produits, d'autant plus que désormais, vous savez, il y a une écomodulation qui incite à l'insertion de matières recyclées dans les produits, qui doivent être produits à moins de 1500 km de lieux de collecte. Et donc, comment on fait pour arriver à faire ça et à les intégrer dans nos chaînes industrielles ? Et là, la réponse, c'est travailler avec nous, travailler avec Refashion. On est là pour vous aider et vous accompagner à monter des expérimentations et en fait à monter, à faire la mise au point de l'intégration de ces nouveaux semi-produits, de ces matières recyclées dans vos chaînes de production. Parce qu'on a conscience, et ça c'est là où il manque souvent un créneau, c'est que entre le semi-produit et
le produit fini, eh ben, il y a une mise au point qui est nécessaire. Et cette mise au point, elle va être compliquée parce qu'elle intègre le chef de produit. Souvent, il a un intermédiaire qui est le fabricant de tissu, il a un autre intermédiaire qui est celui qui va tisser, qui va faire les finitions. Et comment il va faire pour relier ces 3 étapes? Et donc, sur ces 3 étapes, vous pouvez travailler, mettre en marché, travailler avec Refashion pour faire la mise au point, parce que c'est souvent une étape qui manque. Et vous n'avez pas posé la question, mais du coup, j'en profite, je vous passe le message. C'est parfait. Voilà. Posez-vous la question et vous y répondez, et impeccable. Et donc la discussion ne fait que se prolonger. Elle se prolongera sur le replay, ce qui me fait dire votre mot en re. Quentin. Écoutez, moi, ça serait de réfléchir. Je suis désolé. Non, bien joué, bien joué. Mais de réfléchir. De réfléchir, c'est mon accent vosgien ou je sais pas d'où. Non, mais j'irais même plus loin, d'exercer son esprit critique. Peut-être que ce qu'on me raconte est vrai, peut-être que c'est un peu du bullshit, mais au moins que je l'intègre, que je ne le reçoive pas, et puis basta, mais qu'on exerce son esprit critique, donc qu'on réfléchisse effectivement à tout ça, en essayant humblement de faire un peu moins mal déjà, mais une fois qu'on aura mené cette réflexion. Réflexion. Un mot-clé, un mot en re? Moi, réveiller les imaginaires et les engueulades, parce que c'est quand même marrant de. C'est pas mal du tout. Lars? Et retrouver le bon sens. Ouais, mais donc retrouver? Retrouver. C'est bien aussi, retrouver. Ouais, c'est bien. Je fais comme si je validais, mais non, c'est pas moi. Et moi, par rapport à cette session, ça serait recréation avec le jeu de mots récréation, parce qu'effectivement, il faut rêver un peu pour créer derrière et avancer. Bravo, bravo à vous. Merci beaucoup pour ces mots et pour cette joute. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Allez-y, je vous accompagne vers la sortie, puisque c'est pas totalement terminé. Vous pouvez rester si vous voulez. Merci Quentin. Quelle richesse, c'est pas totalement terminé. Il reste 5 minutes, 6 minutes même, si le compte est bon. Le temps pour moi de faire un petit détour vers le nuage de mots. Est-ce qu'on peut afficher le nuage de mots? Il y a une foultitude de mots qui se... Voilà, donc ça continue. Foultitude de mots. Continuez en ligne, bien sûr, sur la case sondage interactivité. Vous rentrez votre mot. N'oubliez pas le questionnaire de satisfaction. Donnez votre avis, en gros. Le feedback, toujours, pour construire ensemble. J'entends des rires, donc il doit y avoir des mots rigolos. Et là, il me reste à vous aussi vous donner rendez-vous pour le replay. Toute cette journée, vous pourrez la retrouver. Toutes les présentations, vous les retrouverez également. Les échanges se prolongent, bien sûr. Et je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Maud Hardy pour terminer cette journée. Quelle journée. Merci beaucoup, Éloi. Merci à tous. Vous là-bas, à l'autre bout du monde. Il paraît que vous êtes 2500 maintenant, c'est dingue, une histoire de fou. Merci à vous tous ici d'être venus. Merci à vous d'avoir passé la journée avec nous. Merci à Oui Demain. Merci à l'équipe Refashion qui a construit cette journée formidable. Merci à tous nos intervenants, et je pense notamment à Elsa, à Sandra, à Adèle et à Véronique. Je voudrais qu'on les applaudisse hyper fort. Bravo. Et merci à toi aussi. L'équipe Refashion est au top. Au top, c'est clair. Alors, c'est à moi de faire la conclue. C'est une super responsabilité, hyper chargée. Donc, je compte sur vous, je compte sur votre bienveillance. C'est un moment intense, vérité. Alors, on a ouvert la session ce matin sur le thème du futur désirable et tangible pour notre filière textile et chaussures. Vous avez entendu Navi et Sébastien qui nous disaient que c'était possible, que nous y arriverons en étant ingénieux, résilients, créatifs, ouverts, et que nous devons faire émerger de nouveaux groupes de référence et réconcilier les métiers. La notion majeure que j'ai envie de retenir de cette journée, c'est la coopération. Toutes les initiatives, tous les efforts, toutes les expérimentations ont leur place.
Et la coopération est clé. On travaille les uns avec les autres, quel que soit le modèle de départ. Nous sommes ici aujourd'hui, et vous à distance aussi qui nous suivez, en tant que professionnels de cette filière textile et chaussures. Coopérer pour construire ce futur désirable et tangible est de notre responsabilité. Pardon, je tape sur le micro. Notre responsabilité. Je nous engage tous ici à le faire ensemble. Et nous, chez Refashion, notre petite équipe que vous avez croisée aujourd'hui, nous sommes là pour accompagner cette transformation. Vous pouvez compter sur nous. Nous nous y consacrons pleinement, au quotidien, à vos côtés, pour vous. Je termine donc par mes 2 mots-clés. C'est un peu les mêmes que ce matin. Se réunir, tous ensemble, pour réussir. Merci à tous d'avoir été là. Rendez-vous l'année prochaine, même lieu, même endroit. Je vous souhaite un futur désirable et tangible qui commence dès demain, au travail.